Il y a quelques années, j'ai dû accompagner une famille à travers cette douloureuse épreuve de la perte d'un proche. Et c'est à cette occasion que je me suis penchée sur l'accompagnement de l'enfant qui vit un deuil. Durant cette période de pandémie, plus qu'en temps normal, nous risquons d'avoir à annoncer à nos enfants ou à des enfants le décès d'un proche. Et face à une perte si douloureuse, nous pouvons nous sentir submergés et avoir peur d'être maladroits. Cette vidéo ne prétend pas détenir toutes les réponses. Néanmoins, elle peut nous permettre de nous sentir un peu plus outillés pour communiquer et accompagner les enfants qui traversent un deuil. Nous, adultes et surtout nous, parents, nous avons eu tendance à utiliser des explications imagées pour parler de la mort. Et la difficulté, c'est que ces explications peuvent rendre l'enfant confus alors qu'il a surtout besoin de se sentir sécurisé et de choses faciles à comprendre dans ce moment si particulier. Nous utilisons souvent des images, déjà par peur que ce soit trop abstrait pour un petit, mais également parce que nous craignons que le mot mort soit trop violent pour l'enfant. Alors qu'en fait, euh, c'est la perte de l'être cher qui est violente, plus que le fait de la nommer, et cette perte est une réalité à laquelle nous ne pouvons pas échapper, et à laquelle les enfants ne pourront pas échapper, malgré une explication imagée, avec le désir des parents d'adoucir l'annonce. Nous utilisons aussi des images parce que c'est difficile pour nous de prononcer le mot mort. Et pourtant, l'enfant a besoin d'entendre la vérité sans détour. Il a aussi besoin de savoir pourquoi, sans l'inonder pour autant de détails. Il en réclamera probablement en grandissant et quand ce sera le bon moment pour lui. L'enfant a aussi besoin de comprendre les conséquences de la mort. Et avant 5-7 ans, ça ne va pas forcément de soi pour lui. Il comprend rarement le caractère irréversible de la mort. Je me souviens de mon fils aîné qui devait avoir autour de 4-5 ans et qui, en parlant d'une personne de notre entourage, me posait la question et après on fait quoi quand on a fini de mourir ? En ce qui concerne l'annonce, dans ce contexte de pandémie et de coronavirus, l'explication pourrait ressembler à ça. Ton papy est mort. Il est mort parce qu'un virus dangereux a rendu son corps tellement malade que son cœur s'est arrêté. Ça veut dire qu'on ne pourra plus le voir ou le toucher. On ne pourra plus jouer avec lui. On ne pourra plus lui parler. Par contre, on pourra parler de lui, on pourra regarder ses photos, penser à lui, regarder ses affaires. Il ne peut plus être présent avec son corps, mais par contre, il existe encore et il est encore présent dans nos cœurs et dans nos souvenirs. Un peu plus tard, quand ces premières informations auront été entendues, il est important, excusez-moi, que l'enfant sache qu'il y a des virus dangereux, comme celui dont son proche est décédé, mais qu'il y a aussi de petits virus qui ne font pas mourir. Et ça, afin que l'enfant n'angoisse pas au moindre petit rhume que lui ou les gens qu'il aime pourraient attraper. Parmi les expressions que nous, les adultes, utilisons souvent pour parler de la mort, il y a « il est parti ». Cette expression peut créer beaucoup d'insécurité autour des départs des gens que l'enfant aime, une grande angoisse de séparation, une peur de l'abandon assez prononcée, et parfois chez certains,
Cette expression peut également le faire plonger dans une attente interminable du retour de l'être décédé, car parti pour toujours ne veut pas dire mort pour autant. Il fait dodo pour toujours, ou alors il s'est endormi. Assimiler la mort à un sommeil profond peut créer de l'insécurité autour de l'endormissement ou autour du sommeil et induire des troubles importants à ce niveau-là. L'enfant peut avoir peur de s'endormir lui-même, mais il peut également craindre que ses parents, ses frères, ses sœurs, ses amis ne s'endorment et ne se réveillent plus. Il est monté au ciel. Alors, cette tournure, bien que tout à fait compréhensible pour des croyants, peut engendrer une peur panique de prendre l'avion, par exemple, chez l'enfant, mais également une peur qui continue jusqu'à l'âge adulte, car il ne veut pas monter au ciel. Il peut également déclencher une peur de tout ce qui vient du ciel. Alors le tonnerre, la pluie, que l'enfant peut associer à des manifestations des personnes décédées. L'imagination des enfants est très fertile et certains mots utilisés maladroitement peuvent devenir le berceau de phobies desquelles les enfants et parfois les adultes ont beaucoup de mal à se débarrasser. Selon vos convictions, je vous invite à parler plutôt de paradis que de monter au ciel. Justement, à propos des convictions, veillons à ce que nos explications restent sensiblement les mêmes au moment de l'annonce qu'au fil des années. Restons cohérents avec nos convictions et ce que l'on souhaite transmettre à nos enfants. Et si c'est le cas, n'ayons pas peur non plus de simplement dire que nous ignorons ce qui se passe exactement lorsqu'une personne décède, que ça fait partie du mystère de la vie. Veillons surtout à ce que le sujet soit libre, à ne pas en faire un tabou, pour que nos enfants puissent librement partager leurs questionnements, leurs doutes, leurs craintes. Si c'est envisageable pour nous d'annoncer nous-mêmes le décès d'un proche, faisons-le. Maintenant, ce n'est pas une obligation que le parent l'annonce lui-même. Parfois, demander à quelqu'un qui arrive mieux à gérer ses émotions, à quelqu'un qui est moins proche de la personne décédée, peut être la solution la plus adaptée, voire même demander l'aide d'un thérapeute. C'est essentiel de prendre nos besoins en compte et de ne pas se forcer à l'annoncer nous-mêmes alors que nous vivons déjà une lourde épreuve et que cette annonce nous semble insurmontable. Cette période de confinement complique un petit peu les choses pour passer le relais à une autre personne de la famille ou à un thérapeute, mais il est possible de demander le soutien d'une personne extérieure par visioconférence par exemple, en restant présent nous-mêmes physiquement pour l'enfant, mais en laissant une autre personne poser les mots à notre place. Un enfant peut avoir une réaction qui nous semble étrange, voire inappropriée face à ce genre d'annonce. Il peut se mettre à rire, il peut sembler indifférent, ou même se remettre à jouer comme si de rien n'était. Et il n'y a pas de réaction normale. Il n'y a que des êtres humains qui réagissent comme ils le peuvent, en fonction de leur âge, de leurs possibilités, de leur sensibilité et de leur compréhension aussi. L'enfant peut même refuser d'écouter, se fâcher, piquer une grosse crise. Quelle que soit sa réaction, il a besoin de se sentir respecté et accompagné. Nous, adultes, nous pouvons poser des mots sur les fortes réactions émotionnelles de nos enfants. Nous pouvons lui dire, par exemple, pour l'instant, c'est trop difficile pour toi d'entendre ce que j'ai à te dire. C'est ok, on en reparlera quand tu seras prêt.
On peut également dire ce que je te dis te fâche beaucoup, hein. Ça déclenche de la colère à l'intérieur de toi. C'est ok, je suis là pour toi même quand tu es fâché. Ou bien chez un enfant qui se mettrait à rire, ça te fait rire. Parfois les choses difficiles, ça déclenche le rire, ça m'arrive aussi. C'est le corps qui réagit très très fort et c'est ok. Et si ça déclenche le rire de tout le monde, eh bien ce n'est pas inapproprié, c'est juste comme ça que l'on gère la situation à ce moment-là. Ce qu'un enfant a besoin d'entendre, c'est que ce qu'il ressent, il a le droit de le ressentir. C'est son ressenti, c'est sa réalité, et tout ça lui appartient. En cette période de confinement pendant laquelle il ne nous est pas permis de nous déplacer aux obsèques de nos proches, mais également pas permis de nous réunir, nous pouvons nous poser la question de comment permettre à l'enfant, mais également à l'ensemble de la famille, de faire ces adieux différemment. De ritualiser un instant nous permettant de nous recueillir. Il y a souvent un avant et un après au moment de ces obsèques, et bien que ce soit un moment particulièrement difficile, il permet à beaucoup d'ancrer dans le réel une perte qui nous semble invraisemblable. Nul besoin de se rapprocher de ce qui se fait traditionnellement. Ça peut être un pique-nique au beau milieu du salon avec des photos de l'être que nous avons perdu. Ça peut être un lâcher de ballon sur lesquels sont ficelés des petits mots, ou alors d'enterrer dans le jardin une boîte contenant des dessins, des photos, des lettres, regarder même de vieilles vidéos à la lueur des bougies, ou n'importe quoi d'autre qui nous tiendra à cœur. Il n'y a pas de bonne façon de faire ou de vivre ce moment-là. Il n'y a que ce qui répondra au mieux à nos besoins et aux besoins de nos enfants à cet instant précis. Un petit enfant ne saisira pas forcément l'importance et la solennité de ce rituel d'adieu. Il peut tout à fait faire une crise au beau milieu de ce moment si la tension est trop palpable et qu'il a besoin de lâcher. Prenons-le en compte. Et bien entendu, c'est également le cas lors d'obsèques plus traditionnelles. La décharge émotionnelle, c'est ce que nous, adultes ou parents, appelons généralement des caprices. Il s'agit en fait d'un moment où l'enfant vit un trop-plein et qu'il craque. Ça peut être pour un jouet qu'il veut absolument acheter, le refus de mettre ses chaussures, ou alors le célèbre phénomène du biscuit cassé à l'heure du goûter. Dans ces moments-là, nous, parents, pouvons nous mettre dans une posture d'accueil de son sentiment. Nous pouvons lui dire « Oh, dis donc, tu es vraiment furieux là, hein, c'est difficile pour toi quand je refuse quelque chose. » Ou bien « Tu es très 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 déçu, dis donc. » L'idée n'est pas d'accéder à sa demande, mais de reconnaître ce qu'il est en train de traverser d'un point de vue émotionnel. Après avoir accueilli ce sentiment, nous pouvons lui offrir un espace de décharge émotionnelle. Nous pouvons accompagner ses larmes et lui dire « Vas-y, pleure, tu peux tout lâcher. Je suis là, tu es en sécurité avec moi. Je vois à quel point c'est difficile ce que tu traverses en ce moment. C'est difficile pour nous tous et parfois on craque, c'est trop. Alors vas-y, c'est ok. Tu peux tout lâcher. » Il peut arriver que l'enfant se débatte
se frappe ou veuille nous frapper. Et dans ces moments-là, nous pouvons le contenir fermement mais en douceur. L'idée, c'est de le protéger de lui-même et de se protéger, nous, d'un éventuel coup. Les décharges émotionnelles nous brassent énormément, nous, parents, et ça même dans un contexte moins douloureux que celui d'un décès. Alors n'hésitons pas à poser des mots sur nos propres sentiments et à pleurer, nous aussi, si besoin. Un enfant n'a pas besoin d'un parent qui ne vit pas de choses douloureuses, d'un parent qui ne pleure pas. Un enfant a besoin de voir que malgré les épreuves que la famille traverse, malgré les larmes et la violence d'un décès, on peut surmonter. On reste quelqu'un de bien et de fort. Il a besoin de savoir que les larmes ne rendent pas faibles, mais aident à traverser cette situation douloureuse. Il a besoin de puiser en nous des ressources pour affronter la vie. Dans une situation comme celle-ci, les enfants peuvent poser des questions incessantes et redondantes. Il est où papa? Et elle revient quand maman? Et c'est quand qu'on va revoir mamie? Et poser ces questions de manière répétée permet à l'enfant de donner du sens à l'absence de la personne décédée et de digérer également cette information douloureuse. Quand il pose la question, pour les premières fois de la journée, c'est bien d'expliquer encore la même chose que la première fois. Par contre, s'il la pose en boucle dans la journée, il n'attend plus forcément une explication. Souvent, il veut juste parler de la personne décédée. Il veut continuer à faire vivre son souvenir dans son quotidien. Alors on peut répondre des choses comme tu as beaucoup envie de parler de papy aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Ou alors tu as envie qu'on regarde des photos de mamie ensemble? Ou tu es en train de penser à papa, c'est ça? Dans nos vies, nous avons tous à faire des mini-deuils et nos enfants n'y échappent pas. Ça peut être le ballon à l'hélium qui s'envole, la peluche préférée qui tombe par la fenêtre de la voiture, ou même le poisson rouge qui meurt. Et toutes ces choses, quand elles sont bien accompagnées par les adultes, les aident à surmonter les plus grandes pertes qu'ils auront à vivre tout au long de leur vie. Être dans le remplacement immédiat de chaque perte matérielle ou animale, c'est priver nos enfants de ces petites traversées douloureuses, mais qui leur permettent de faire de petits deuils et d'être mieux équipés pour traverser les vrais deuils. Pour un enfant qui vit un vrai deuil, eh bien les mini-deuils du quotidien peuvent aussi raviver la douleur de la perte et les plonger dans un grand désarroi. Ça peut donner lieu à des grosses crises de colère ou de grosses crises de larmes, et c'est important de saisir ce qu'il y a derrière. Une réponse aidante de notre part face à ce type de réaction, c'est des câlins et la reconnaissance de ce qu'il est en train de vivre. C'est dur de voir ton ballon s'envoler comme ça te donne beaucoup de chagrin. Vas-y, pleure si tu as besoin, je suis là pour toi. Parfois, le décès d'un proche peut déclencher chez nos enfants des perturbations, notamment dans le sommeil, l'alimentation, les apprentissages, ou même dans les prises de risque de l'enfant. N'hésitons pas à faire appel à un professionnel bienveillant, apte à accompagner toute la famille dans cette traversée éprouvante. En ce qui concerne les bébés,
Le décès d'un proche fait également partie de l'histoire de cet enfant, aussi jeune soit-il, et c'est important de lui dire la même chose qu'à un enfant un peu plus âgé, les mêmes explications. Il peut avoir besoin de pleurer plus le soir souvent, pour décharger lui aussi toutes ces tensions, toute cette charge émotionnelle. En sachant que les tensions des personnes qui l'entourent sont certainement palpables et les bébés sont des éponges.